Donc bonsoir. Comme Bertrand l'a signalé, je suis étudiant aux Beaux-Arts de Nîmes. J'arrive en fin de cursus et je vais vous présenter un petit extrait du mémoire que je suis en train de préparer, qui pour l'instant n'a pas son titre définitif, qui s'appelle Représentation du travail dans le champ de l'art contemporain. Donc, ce qui m'intéresse, de la même manière que ce que vient de dire Chaplin ici, apparemment ça datait de 1940, donc c'est pas tout jeune. C'est que cette citation qu'il nous fait ici, je la trouve finalement aussi belle qu'elle est effrayante, étant donné qu'elle est brûlante de par son actualité. Et si je choisis ce sujet du travail à l'intérieur de mon travail, c'est justement parce que moi-même, je suis issu de ce travail ouvrier. Je suis moi-même fils d'ouvrier, ma mère travaille à l'usine depuis plus de 30 ans, je crois, maintenant. Donc il y a un passage, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le revisionner récemment, dans l'autre film de Chaplin qui s'appelle Les temps modernes, qui a donné son titre d'ailleurs à la conférence, où on voit Chaplin s'activer sur sa ligne de production et être complètement dépassé par la vitesse. Et finalement, toutes ces histoires sur la technologie et le progrès qui étaient censés nous apporter le bonheur, en 2019, on fait les comptes et on s'aperçoit qu'on n'est pas spécialement plus avancé que dans les années 40. Malheureusement, on n'est pas plus heureux, hein. Bon, il n'y a plus Hitler, mais il y a des nouveaux challengers qui sont en place un peu partout dans le monde entier et c'est pas très rassurant pour la suite. Donc voilà, je mets un moment assez important avant de commencer à vraiment m'intéresser au travail, donc au sens de travail à l'usine, euh, parce que en rejoignant les Beaux-Arts, je fais ce travail dans mon cerveau, qui est un travail plus ou moins conscient à ce moment-là, de me mettre en rupture, de distinguer ma vie d'avant, celle d'ouvrier, d'intérimaire, et de me projeter vers la suite, qui s'annonce plus radieuse, donc école supérieure, émancipation de la classe ouvrière, ça y est, je vais atterrir, enfin, je vais changer ma condition, évoluer, choisir mon destin en quelque sorte. Et du coup, voilà, je fais ce distinguo au départ parce que je pense que quelque part, je n'assume pas le fait que je vienne de ce milieu prolo, laborieux, etc. Et je souhaite à tout prix oublier ça et me concentrer uniquement sur l'avenir. Mais par la force des choses, là j'arrive à la fin de mes études, ça me revient un petit peu en pleine poire. Je me dis, je ne peux pas avancer en reniant tout ce que j'ai pu être avant. Ça serait insulter ma mère, mon père, ainsi que ma famille proche qui s'est sacrifiée finalement, en quelque sorte, sans le savoir, pour me permettre à moi d'accéder à ce niveau supérieur qu'est celui des études, les beaux-arts qui puisaient. Et ce que je trouvais intéressant justement, c'était le fait que pour qui n'a jamais mis les pieds en usine ou dans une école d'art, ce sont des concepts assez abstraits, hein. On a, bon, ben là par exemple avec les temps modernes de Chaplin, une imagerie qui s'active, un fantasme un peu de l'usine, mais on ne pourra jamais ressentir dans sa chair, dans son corps, ce que c'est que vivre ça. Et du coup, tout mon travail qui est un petit peu au ralenti à ce moment-là, je découvre ce nouveau monde des beaux-arts avec tout d'un coup un accès à la culture, à la philosophie. J'étais jamais allé dans un musée avant. Enfin, j'y atterris vraiment au départ par hasard. Je connais vite fait Dali, Picasso, les grands noms comme ça, mais je les rejoins parce que j'ai besoin de m'exprimer et je me dis bon ben c'est ça comme ça aurait pu être par exemple le sport ou autre chose. Et j'y arrive, je suis admis. Et du coup, tout mon travail consiste à trouver des formes à cette réflexion que j'ai autour du travail justement. Et je mets donc j'accumule des connaissances que je vais mettre au service de ce monde qui est un monde à mon sens invisible. Et je vais écrire. Donc là, c'était tout récent. Je vais vous citer peut-être un court passage pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. J'ai eu la chance de travailler avec une cinéaste et une artiste qui s'appelle Véronique Aubouy, qui fait beaucoup de documentaires d'ailleurs, et qui s'intéresse tout particulièrement aux cartographies. Donc immédiatement, ça me fait tilt et je me mets à écrire une sorte de pièce, si vous voulez, qui s'appelle Les témoins de l'usine invisible. Et cette pièce-là, le moyen que j'ai de la mettre en œuvre, donc c'est le moyen de la performance. Et je vais, pour une fois, moi qui me sers allègrement dans tout ce que j'ai vécu, dans tout ce que j'ai vu à l'usine, qui m'a choqué, qui m'a donné envie justement d'en sortir. Je voulais pas que
Mon avenir ressemble à ces quelques mois que je passais chaque été à travailler, un coup avec ma mère, un coup à Amazon. Si j'ai un peu de temps, je vous parlerai d'Amazon parce que c'est bien garni, hein. Je crois que c'est le meilleur job que j'ai fait de ma vie. C'était l'enfer. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais fait pour mériter ça. Et du coup, moi qui m'étais servi dans tout cet univers de l'usine, cet univers qu'on ne connaît pas et que j'avais pu voir et ressentir dans mon corps, j'appelle ma mère et je lui demande si ça l'intéresse de participer à l'une de mes performances. Donc je l'invite pour une fois, c'est elle qui va venir sur mon territoire. Donc il faut savoir que ma mère qui est à l'usine, l'art, aucune idée, enfin c'est très 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 abstrait. Et elle fait donc par pur amour et confiance maternelle qu'elle m'accorde, elle me fait la promesse de participer. De là, je vais écrire un texte et par visioconférence, donc avec un écran comme ici, on va dire ce texte ensemble. Et je vais vous en citer un petit passage à l'intérieur. On vient à bout d'une palette, que déjà la suivante, identique, prend sa place. On répète la même opération, la même chorégraphie, le même objet. Le monde autour de nous s'active, bouge, et tout nous est égal. Tout est condamné à reprendre inexorablement sa place. C'est le caractère infini et quelque part prédéfini des schémas cycliques propres à cet environnement. Si bien que les effets produits tendent à faire disparaître l'usine sur elle-même. On ne distingue plus rien. Le rapport au temps s'est estompé et seule la fatigue permet encore d'accrocher le réel. L'usine conti- l'uti- L'usine constitue un territoire autarcique, un système indépendant et autonome. Elle n'existe que pour elle-même, sans se soucier de l'environnement qu'elle habite. L'usine est invisible, hors du temps, hors du monde, dans son temps, dans son monde. L'usine est invisible. Ces quelques témoins disparaissent chaque matin, dans son ventre, dans leur coin. Et ce qui m'avait touché, en fait, dans ce que j'avais pu voir, dans les gens que j'avais pu rencontrer dans ce milieu-là, c'est que, donc aucun, vous l'imaginez bien, qu'aucun n'est là par choix. Tous y sont par défaut, par dépit, par découragement, parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou l'envie de poursuivre des études et d'aspirer à mieux. C'était le cas de ma mère d'ailleurs, qui a dû rester pour s'occuper de sa mère à elle, qui était malade, et qui du coup, quelque part, a dû sacrifier euh, une partie de ses rêves et de ses désirs, qui étaient des désirs, quand elles m'ont parlé, qui étaient tout relatif, hein, rien d'exceptionnel, rien d'extraordinaire. Mais lorsqu'on grandit dans ces milieux-là, on apprend à rêver pas trop grand. On grandit avec cet adage qui dit dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. Et on finit par se persuader que c'est vrai. Et moi, j'ai réussi quelque part, enfin, je suis en train, je suis en cours, de déjouer ça. Et en fait, tout ce travail que j'accomplis, qui parle d'elle, qui parle du milieu dans lequel elle travaille, c'est un moyen aussi pour moi de lui rendre hommage. Rendre hommage à toutes ces personnes qu'on ne voit pas et qui font que ce monde tourne plus ou moins bien, hein. Économiquement, ça va parce que lorsqu'on se rend dans ces magasins, tous ces objets, il a bien fallu les conditionner, les emballer. Et c'est des gens qui sont derrière tout notre confort actuel. Le travail le plus important que j'ai fait pour justement me réconcilier quelque part avec la classe dont je venais, c'était un autre travail d'écriture. L'écriture revenait sans cesse. C'était pour moi comme un socle pour une sculpture où à chaque fois je pouvais revenir sur ce socle-là. Ça me permettait d'improviser, d'imaginer des formes, donc par la sculpture, l'installation, la photographie, la vidéo. Je suis assez pluridisciplinaire. J'ai une idée, je l'écris et à partir de ce que j'ai écrit, je vais essayer d'en ressortir une forme plastique, artistique, dans la mesure du possible, intéressante. Et du coup, je suis tellement lassé parce que pendant que je suis aux Beaux-Arts, en même temps, chaque été, je continue d'aller à l'usine travailler avec elle et je la vois. Et je vois tous ces gens qui ont tous le même discours, peu importe l'usine dans laquelle je travaille, hein, que ce soit chez Amazon, Wurtz, avec ma mère ou dans d'autres boîtes, j'entends tout le temps les mêmes choses. C'est ah, si j'avais pu, ah, si j'avais su, ah, t'as de la chance, continue, continue, reste pas là, ne perds pas ton temps, avance, t'es jeune, t'as le temps, enfin, ne t'enterre pas ici. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de ras-le-bol et je vais me mettre à écrire un vrai texte. Pour une fois, c'était pas juste un texte qui accompagnait une vidéo, une performance, un grand texte qui doit faire à peu près, je l'ai édité, il fait à peu près 60 pages, je crois, que j'ai appelé 4h13, 13h pile. C'était
la fourchette dans laquelle je travaillais avec ma mère le matin, là, quand on fait les 3-8, comme ça. Donc je mettais mon réveil exprès à 4h13 parce que je savais qu'elle se levait à 4h du matin pile. Et du coup, je me disais, dès que je l'entendais, je me disais, c'est bon, il me reste encore 13 minutes pour ne pas trop y penser, et pour me persuader, non, on va pas y aller, ça me fait flipper, j'ai pas envie d'y aller, c'est horrible et tout. Et du coup, ce texte-là, je l'écris et je vais raconter le quotidien, je vais raconter une journée. Donc, je vais raconter 8 heures. Et ces 8 heures, ces 8 heures qui sont étirables, c'est-à-dire que je raconte une journée, mais finalement, vu que c'est sans cesse la même qui se répète, je raconte toutes les anecdotes, toutes les choses, tous les chemins qu'on emprunte pour éviter le travail, pour se cacher. On se cache pour aller fumer des cigarettes. On doit demander les permissions pour aller pisser. Vous imaginez bien que si vous êtes sur une ligne de production et que vous vous barrez au milieu, ça fout tout en l'air derrière. Donc du coup, vous êtes tout le temps contraint dans le corps, dans l'esprit. Et au bout d'un moment, vous posez votre cerveau à l'entrée. Et parfois, il y en a certains qui, au bout d'un certain temps, finissent par l'oublier là où ils l'ont laissé. Du coup, ils sont complètement aliénés. En fait, c'est le principe même de l'aliénation. Votre corps devient une sorte de marchandise. Et donc, du coup, je vais conclure par un extrait de ce texte dont je suis en train de vous parler. Un court passage qui se situe vers la fin. Et ensuite, je pense que je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Autant je parle depuis longtemps. Donc, s'ils étaient là, les ouvriers avec qui travaille ma mère, c'était bien souvent par défaut, par dépit, par renoncement, parce que. J'entends des regrets, un peu d'amertume et beaucoup de fatigue. Ma mère, elle n'avait pas choisi. Elle aurait aimé faire barmaid, fleuriste ou tenir une quincaillerie. Rien d'extravagant, rien d'impossible à mon sens. Mais quand ma grand-mère tomba malade, il fallait bien quelqu'un pour s'en occuper. À cette époque-là, mon grand-père balbutiait difficilement ses premiers mots en français et enchaînait 2 boulots pour subvenir aux besoins médicaux de sa femme ainsi qu'aux besoins de son foyer. Ma mère étant l'aînée, a donc tiré une croix sur une partie de sa jeunesse, de ses envies, de ses rêves aussi, j'imagine, pour s'occuper pleinement de ma grand-mère et permettre à son petit frère de suivre sa route vers Paris sans se retourner. Un sacrifice en somme, un sacrifice pour ceux qu'elle aime et chérit le plus tendrement du monde, un sacrifice pour nous, pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on réussisse, une vie discrète, par procuration, une vie banale et exceptionnelle, ordinaire et hors du commun. C'est à des degrés différents l'histoire de la plupart des personnes que j'ai rencontrées là-bas. L'histoire des personnes sans histoire, qui se sont sacrifiées pour leurs proches, pour leurs enfants, pour l'avenir de leurs enfants, dehors, en dehors, très loin des grands murs en tôle jonchés de portes rouges écarlates et de grandes barres métalliques jaunes. La façade grise anthracite de l'usine, spécialisée dans le packaging, l'emballage de produits de luxe, cosmétiques, pharmaceutiques, alcool et cigarettes. Voilà pour ce qui est de mon passage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà, je vous laisse vous rejoindre.